Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avanti-Niça. La vie est pourrie comme d'habitude et comme chaque semaine désormais avec l'OGC Nice. En plus de ça, il pleut sur la Kuntea, on s'est pelé le cul au stade ou devant la télé sous un plaid puisque je pense la climatisation de ce match nul 0-0 piteux face au dernier, la pire équipe de Ligue 1 Clermont, nous a transpercé les entrailles, nous a volé tout souffle de vie, un peu comme des détraqueurs. Enfin bon bref. Passons, on va quand même revenir sur ce match, on va aussi un peu revenir sur ce qui s'est passé en dehors du terrain dans la vie de l'OGC Nice, une petite revue de presse, petit retour sur l'opération, je monte au stade, tout ça. On va essayer de rester un moment significatif ensemble pour que cette émission ait un sens. Mais je vous avoue, je cherche déjà le moyen de m'enfuir d'ici, parce que je n'ai pas du tout envie de reparler de ce match. On enregistre relativement à chaud, puisqu'on est dimanche soir. Et c'est bien de la merde, voilà. Mais bon, j'ai la chance de compter sur ma charnière centrale titulaire. Alors la chance, je ne sais pas, en espérant qu'elle soit à un meilleur niveau que ce qu'on a pu voir sur ce match-là. Coucou au Capitao. Mais je vais quand même accueillir avec plaisir Alric, tout d'abord. Salut Alric, comment ça va ? Salut Sky, salut à tous. Écoute, je vais être très clair, j'ai pris beaucoup plus de plaisir devant la rencontre de ping-pong, la finale des championnats du monde France-Chine, plus que contre ce match pourrave contre Clermont cet après-midi. Ah, tu dis ça parce que tu fais partie de la secte des roues. C'est ça. On Non sait que mais tu oui, n'es pas du tout objectif là-dessus. Voilà. Ah, tout à fait, tout à fait. Puis en plus, c'est un sport que je respecte beaucoup parce que j'en ai pratiqué, donc ouais, c'est beaucoup plus sympa ça que le match de foot cet après-midi. Moi, je pense que j'ai pris plus de plaisir en m'envoyant un coin de porte dans le petit orteil qu'en regardant ce match-là. Chacun son délire. Chacun ses délires, on ne juge pas. Nous sommes que paix et amour dans cette émission, sauf pour Kefren Turam. On y vient, vous êtes bien impatients. On va accueillir Jérémy tout d'abord, tout de suite, bouillant le garçon. Jérémy, bienvenue en enfer avec nous. Comment ça va ? Salut Sky, salut Elric et salut à tous. Écoute, ça va bien. J'ai quand même une petite crainte pour cette émission. Le match était tellement intense et ça allait tellement vite que j'ai eu peur de louper quelques petites choses. Donc j'espère que je serai assez complet. Ouais, la baisse de pression d'un coup, peut-être qu'on avait la tête qui tournait face à tellement de joga bonito, d'actions, on n'avait pas à suivre. On a frôlé le malaise très clairement au stade. Bon voilà, on n'est pas drôle, les dad jokes ça va 5 minutes, on le sait, mais on est un peu désespéré, bon déjà parce que à chaud forcément après ce résultat-là, et puis on a encore vu un match de merde. Alors ça ne remet pas en cause notre amour du club et le fait qu'on y sera encore dans les prochaines semaines et jusqu'à la fin de la saison et les saisons qui suivent, mais faut bien dire, match nul face à la pire équipe de Ligue 1, un contenu tout simplement indigne, et puis dans la droite ligne surtout de ce qu'on voit ces dernières semaines, on a l'impression qu'en fait le temps avance et qu'il n'y a pas grand chose qui change à l'OGC Nice. Est-ce que lâcher des points face aux petits, faire des phases retour de merde, c'est un peu l'ADN du club. On est content que cette partie-là de notre identité soit préservée, mais c'est comme ça. On va parler du terrain, mais avant, peut-être aussi pour repousser au maximum l'échéance de décortiquer cette grande partie d'échecs tactiques entre Nice et Clermont. On va un peu parler de ce qui s'est passé en dehors du terrain cette semaine pour l'OGC Nice. Non pas qu'il y ait eu une actu folle, mais quand même des sujets que je voulais aborder avec vous messieurs. Vous pouvez tout à fait sortir la carte. J'en ai rien à foutre next. Je me vexerai pas. Commençons d'abord sur les diverses polémiques sur l'arbitrage qu'on a pu connaître face à Monaco et surtout face à Lyon avec le coup de gueule de Jean-Pierre River. On a déjà décortiqué, vous l'avez tous vu et revu. Un coup de gueule qui a quand même eu quelques effets, puisque même si ce n'est pas uniquement dû et qu'on n'est pas la seule équipe à avoir subi des décisions catastrophiques de l'arbitrage français, bizarrement, Jean-Pierre River ouvre sa gueule et tout d'un coup, tu as la direction technique des arbitres professionnels en la personne de Stéphane Lannoy dont le poste est menacé, et puis la FIFA qui songe, qui a a priori, ça va se faire à moyen terme, à sonoriser, alors, non pas tout l'arbitrage, mais au moins autoriser la diffusion des échanges entre l'arbitre et l'assistance vidéo. On entendra peut-être un peu plus en détail le bruit des burgers qui s'envoient dans le gosier, mais messieurs, ça vaut le coup. On a quand même longtemps râlé qu'on n'avait pas d'explication, pas de contexte, que ça se faisait en toute opacité, que personne ne savait. Alors bon, le club a l'air à peu près content des retours qu'on leur a fait. Bon super, on est content. On a perdu facilement 4 points avec ces conneries-là, mais au moins on a eu une explication. Pour l'avenir, le fait que ce soit sonorisé, alors ça ne changera pas la nullité des hommes qui ont cet outil entre les mains, parce qu'on le rappelle, il y a aussi des polémiques pro-VAR, anti-VAR.
c'est pas l'outil le problème, hein. Avec un marteau, vous pouvez éclater la tête de quelqu'un ou construire une maison, hein. Donc le problème, c'est qui le tient dans la main. Bah, la VAR, c'est à peu près pareil, mais ça va peut-être dans le bon sens de l'histoire et ça rattrape certains autres sports qui sont beaucoup plus avancés là-dessus. Je pense notamment au rugby. Ouais, de toute façon, le fait de sonoriser les arbitres, c'est une chose qu'il faut mettre en place depuis longtemps déjà. Alors, dans ce que tu as dit, tu parles peut-être de la possibilité de ne pas sonoriser tous les échanges. Moi, je pense que ce serait une erreur de sonoriser uniquement les échanges entre... C'est un début. Là, en tout cas, déjà, Ouais, on a ouais, au bien moins sûr. ça. Peut-être qu'on verra aussi en direct la VAR, un peu comme on le voit au rugby. Après, si ça marche, oui, il y avait des expérimentations en finale de Coupe de la Ligue, hein, qui a donné un très beau j'ai pas touché de Brandao notamment. Mais c'est une première étape. Non, c'est une première étape, c'est sûr, mais voilà, comme tu l'as dit, bah, tu as sorti cet exemple de Coupe de la Ligue, ça veut dire que ça a déjà été fait il y a très longtemps. Donc, sonoriser les arbitres, c'est justement permettre à tout le monde, supporters compris, parce que c'est ce que je regrette parfois dans les débats, c'est qu'on exclut les spectateurs et les supporters. C'est de pouvoir inclure tous les acteurs du jeu dans justement l'échange qu'il y a entre l'arbitre et les joueurs. Et moi, très clairement, ça me permettrait, et je suis pas le seul, d'accepter, de comprendre tout ce que je vois, toutes les décisions qui sont prises. Essayer de comprendre pourquoi là on siffle pas main, essayer de comprendre pourquoi là il n'y a pas carton rouge. Je suis prêt à tout entendre, mais il faut les explications. Et je pense que sonoriser tous les échanges, c'est nécessaire aujourd'hui parce que c'est vrai que l'arbitrage, il est critiqué à chaque fois. Les arbitres sont vraiment malmenés, à tort ou à raison, c'est selon. Mais voilà, il faudrait que tout le monde puisse être au même niveau. Et voilà, la sonorisation, c'est une étape indispensable maintenant. Oui, pas grand-chose à dire de plus. Je pense que ce serait bien qu'il y ait cette sonorisation. Après, bon, j'attends de voir si ça se fait, dans quelles conditions, parce que j'ai l'impression que ça fait depuis 15 ans qu'on en parle du fait qu'il y ait cette sonorisation. Pour l'instant, ça s'est jamais fait à part un match par saison où il y a le test et après on nous fait un petit documentaire pour nous montrer C'était bien, hein, bah, vous l'arbitre l'aurez plus qui... jamais. Voilà, Voilà, c'est c'était bien. bien, voilà, c'était bien, on l'aura pas, donc voilà. On verra bien. Donc j'attends de voir si ça se fait. Après, c'est sûr que ça serait bien pour toutes les raisons qu'Alric a expliquées. Après, voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Ce sera bien, mais j'attends de voir si ça se fait parce que je pense que ce sera utile et que même s'il y aura toujours des erreurs, ça c'est sûr et certain malheureusement, au moins on comprendra un peu plus pendant le match les décisions qui ont été prises par les arbitres. Je vous propose qu'on continue sur tout ce qui est décision catastrophique et sujet dont Jérémy n'a rien à foutre et pas de commentaires à donner, puisqu'on va parler de Jim Ratcliffe et de sa Ouais. déclaration de la semaine. Voilà, Jérémy qui en off disait ouais, non, je m'en fous, mais allez-y si vous voulez. Bah, Moi j'ai quand allons-y même des choses alors. à dire. Ouais. Bon, tu as quelque chose à dire, parfait. Ouais. On Ouais. va rebondir là-dessus, mais on va citer Jim Ratcliffe, qui est le propriétaire de l'OGC Nice, hein, je vous rappelle, parce que peut-être le C'est rappeler vrai? Merde. à lui également, et aussi désormais de Manchester United, en tout cas partiellement. Et il s'est exprimé là-dessus dans la presse, notamment cité par Nice Matin il y a quelques jours. Alors, ouvrez les guillemets. En ayant racheté d'autres clubs à Lausanne et à Nice, nous avons fait beaucoup de conneries. Nous avons pris des décisions vraiment stupides dans ces deux clubs. Chez Ineos, cela ne nous dérange pas de faire des erreurs, mais il ne faut pas recommencer. On est beaucoup moins sympa si quelqu'un fait la même erreur deux fois. Nous avons commis des erreurs dans le football, mais je suis vraiment heureux de les avoir commises avant d'arriver à Manchester United. Bon, Jim, déjà, sac à merde, hein, voilà, bon, ça méritait de sortir, mais bon, là, le mec a sorti son sgeg et nous a uriné dessus. Enfin, moi, je peux pas le prendre différemment, donc je suis peut-être un peu sensible comme garçon, hein, je vous l'accorde, mais on est vraiment content d'avoir fait de la merde à Nice, hein. Enfin, c'est pas moi qui le dis, hein, Ouais, il dit pas qu'il est content, il dit que c'est pas grave en fait. bah, il dit qu'il est vraiment content d'avoir fait de la merde à Nice et pas à Manchester. Moi, je retiens, je suis vraiment content d'avoir fait de la merde à Nice, mais bon. Non, Donc, il avait eu le même discours hein, quand il était arrivé, enfin quand il était devenu propriétaire de Nice, il avait dit la même chose. Je sais plus si c'était lui ou Bob Radcliffe qui avait dit oui, on a fait beaucoup d'erreurs à Lausanne, mais du coup on les fera plus en arrivant à Nice, tout ça, tout parce ça. que Il me semble qu'ils avaient dit ça en arrivant, hein, mais bon. Jérémy, bien vu. Moi, le gars te dit on est beaucoup moins sympa si quelqu'un fait la même erreur deux fois. Bah, du coup, Eux, ça fait déjà trois Nice fois. c'était déjà Et la du coup ça deuxième, fait donc on voilà. en est à trois. Ouais. Voilà, bon, si tu Mm. décortiques à Nice, je pense que l'erreur, elle a été faite plusieurs fois aussi, mais voilà. Alors, j'ai cherché avant cette émission, je n'ai pas retrouvé la citation exacte, mais on a eu aussi quand même ce délicieux bonbon où le garçon nous explique nous pensons que c'est important d'amener des joueurs qui sont voulus et compatibles avec le coach.
Alors écoute, sac à merde, t'as ramené Lucien Favre, tu lui as donné 3 Mongoliens et des mecs que t'as trouvé en sortie de pub. Bon, ça, je dis pas que l'histoire aurait été différente avec Lucien, mais t'aurais déjà pu commencer par lui filer des joueurs avec sa façon de jouer. On aurait peut-être pu y croire quelques semaines de plus. Donc bon, voilà, le gars est content d'avoir fait de la merde à Nice et pas à Manchester. On pense aussi à nos amis de Lausanne qui nous avaient quand même prévenus à la base. Hein, les choses vont à Et peine. qu'on a honteusement quand même pas très bien considéré en disant non mais t'inquiète, Nice c'est pas Ouais, mais c'est pareil. Lausanne. Nice, c'est différent. Bah non, en fait, Nice, c'est pas différent. Et la question se pose par rapport aux participations en Ligue des Champions, tout ça. Alors, je vous rassure, ni Manchester, ni Nice n'iront en Ligue des Champions. Maintenant, moi, la question est soldée. Mais il disait, voilà, la question, c'est plus la gestion au quotidien, l'organigramme. Donc, la question se pose de déléguer, de lâcher complètement la gestion du club à Nice et en sortir. Eh ben, merci beaucoup. La preuve, vous l'avez fait cette année et c'est la meilleure année depuis votre arrivée. Bon, coïncidence, je ne Ouais, crois moi pas. juste s'ils mettent des billes pour éviter qu'on ait des déficits structurels, moi ça me va. Après le reste, laissez les gens compétents faire leur travail. Voilà, espérons que Jean-Claire Todibo n'aille pas à United, hein, ce club tout pourri. Et on parle bien Jérémy. par contre. Ouais, non, bah, non, faut pas déconner. Enfin, voilà, bon, bref, hein, ça a été un club légendaire, tout ce que tu veux, mais non, là, enfin, dans le genre exemple de mauvaise gestion, je pense que Non, c'était plus intéressant il y a 15 ans, c'est Rappeler, vrai. C'est bon. ça ne sera pas pire que ce qu'ils connaissent depuis 15 ans, de toute façon. Jérémy, parce qu'on n'est pas dans Avanti Première Ligue, nous on n'aime pas le foot, on aime Nice, de toute façon. Bon, toi tu aimes Antibes, même c'est encore un autre délire, mais bon, Non mais là, n'en parlons pas. ça va pas du tout hein, l'émission là. Il Non, ça va faut se pas du tout. reprendre. On va reprendre depuis le début. On n'a pas le temps. Jérémy, du coup, sur cette déclaration sur laquelle tu n'as rien à foutre, mais quand même quelque chose à dire. Non, bah, en fait, c'est juste que bon, quand j'ai lu cette phrase-là, ça m'a, enfin, pour la première déclaration sur le fait qu'il y a eu des erreurs faites à Nice, tout ça, bah, je l'ai lu et puis voilà. Enfin, j'ai pas, ça m'a rien fait. J'ai pas eu besoin de lui pour savoir qu'il y avait des erreurs de fait à Nice depuis quelques années sur le management, tout ça, sur la gestion. Bon, après, des erreurs dans tous les clubs, hein, il y en a un, c'est pas un souci. Mais c'est juste que voilà, comme beaucoup de supporters, j'ai pas été surpris. Et bon, notamment l'été 2022 avec un mercato qui a quand même été un peu spécial. On savait très bien qu'il y avait des erreurs. Bon, là, ça va un peu mieux depuis que Florent Ghisolfi et Fabrice Boquet sont là. Mais oui, enfin, j'ai pas eu besoin de lui en tout cas pour savoir qu'il y avait eu des erreurs. Et après, sur le fait que oui, il faut faire un mercato avec comment dire, avec des joueurs voulus par le coach, tout ça. Alors ça me surprend pas. Normalement, tout club bien constitué doit Mais euh, t'as doit besoin de faire faire ça. des erreurs Après, t'as besoin de faire des erreurs dans non. deux clubs pour arriver à cette conclusion, toi? Je veux dire, Non, mais je pense que c'est juste. Enfin, je sais pas. Non, non, c'est juste, je pense qu'il est aussi très content d'être à Manchester United maintenant parce qu'il est supporter en plus, tout ça. Bon, ça le regarde. Mais après, voilà, ça aussi, cette déclaration-là m'a rien fait parce que, bon, il y a beaucoup de clubs malheureusement qui ne travaillent pas, comment dire, pas idéalement dans le fait d'avoir tout le temps le coach qui est au centre des négociations ou au centre du fait d'avoir du choix sur les joueurs. Ça, c'est le monde du foot, tout ça. Mais après, voilà, s'il n'y a pas de. Enfin, quand j'ai dit ça, c'est juste que ça me fait rien d'avoir lu ça. Je veux dire, j'apprends rien et il n'y a pas de. J'ai pas forcément quelque chose de plus à dire sur ça, quoi. ouais, on s'était déjà réjoui il y a 6 mois de les voir quitter la direction sportive du gym. Donc bon, voilà, on essaye de mettre ça derrière nous. Et comme tu le dis, si on a au moins un peu de, comme vous le disiez, pardon messieurs, un peu de caillasse pour que le club tourne, voilà. Mais Après, en fait, ça devrait être juste leur rôle. Hein. Ça reste des actionnaires. J'ai jamais vu des actionnaires prendre enfin, bah prendre si, des partout. C'est décisions. une fois que t'as mis de l'argent et que t'as ta danseuse, t'as bien envie de jouer à Football Manager aussi. C'est un peu, c'est un peu Ouais, humain. ouais. Après, Mais le c'est problème c'est justement que parce que c'est le football, c'est ça. et le problème, c'est qu'on a joué à Pro Cycling Manager, tu vois, avec Dave Braceford. On n'a pas joué à Football Manager, donc c'est un peu dommage. Peut-être que Ramsey c'était meilleur sur un vélo. On sait pas, on saura jamais. Et on s'en fout en plus, c'est trop bien. Parlons de quelque chose de plus positif, messieurs. Parlons de nous. Alors nous au sens large, hein, je vous rassure. Comment allez-vous? On Moi, a ça va le très bien. très mal, très clairement, ça s'entend dans ma voix que là, psychologiquement ça va très mal. Blague à part, parlons de nous, on n'a pas encore tout à fait ce niveau de boulard, hein, rassurez-vous, je parle de nous, supporters niçois, et parlons de l'opération Je monte au stade qui a été menée par plein de gens de cette formidable commu sur X et par ailleurs, et surtout en partenariat avec le club, hein, parce que bon, si on a réussi à vous offrir des places, alors, d'ailleurs à ce sujet-là, moi je tiens absolument à m'excuser d'avoir envoyé 2 personnes voir ce spectacle, hein. Je suis Ouais, désolé, je pareil. pensais vraiment pas à mal à la base. L'idée, c'était pas
c'était pas ça, mais voilà. On vous enverra des chocolats, pardon. Ouais, non, très clairement, voilà, on se fera pardonner. Bah, vous savez quoi, envoyez-nous un message, dites-nous comment on peut se faire pardonner, on vous paye une bière, quelque chose, y a pas de souci. Mais bon, belle OP, très clairement, sortir d'une semaine qui a été compliquée après Monaco, après Lyon, après tout ce bordel, en dehors des terrains, de se dire allez, c'est le moment, voilà, on verrait contre tout, on se retrouve tous ensemble, on pousse le club vers une qualification européenne, voire historique en Ligue des Champions. C'est le match en plus face à un club qui est en train de crever la bouche ouverte à la dernière place du classement. On a récupéré tous nos joueurs quasiment, on va les fesser 2 ou 3-0, ça va être une super fête populaire. Bon. Non. Non, loupé. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, sur cette opération, bah écoutez, on arrive à 22-23 000 spectateurs. Alors, bon, moi qui étais au stade, j'ai l'impression que l'estimation était correcte, voire même un peu juste. Je pense pas que beaucoup d'abonnés ou de détenteurs de tickets aient vraiment fait l'impasse. Donc, il y avait une bonne petite ambiance. Si c'était cette ambiance-là pour tous les matchs de Ligue 1, je pense que ce serait pas honteux, en tout cas moins que ce qu'on a vu sur le terrain. Donc voilà, j'ai envie de dire bravo à nous d'avoir su nous mobiliser. Encore une fois, quand je dis nous, c'est tous les gens qui ont pu venir. Alors après, voilà, ne vous sentez pas attaqué si vous n'avez pas pu venir. Peut-être que vous aviez l'anniversaire de la petite, de grand-mamie. Peut-être que vous étiez en vacances au bout du monde, au soleil, et que vous avez beaucoup de chance. Voilà, ça arrive à tout le monde de louper un match au stade. Moi, je loupe le prochain, par exemple, notamment. Mais bon, on n'est pas que 35 000 supporters de l'OGC Nice. J'espère, si quelqu'un ne peut pas venir, je pense que c'est pas compliqué de le remplacer. Hein. D'ailleurs, moi, je l'ai fait. J'ai ramené 3 personnes qui ne reviendront plus jamais au stade. Ah oui, d'ailleurs, elle t'en veut aujourd'hui. Oui, je n'ai plus d'amis aujourd'hui, c'est triste. Heureusement que vous êtes là. Mais quelques mots peut-être, Jérémy, sur cette OP. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, à part qu'on a essayé, le résultat est pas trop dégueu, en tout cas moins dégueu que le résultat du match. Et puis, voilà, enfin, je sais pas. Débrouille-toi avec cette Non, patate chaude, dis quelque chose. C'était une bonne initiative, je trouvais ça bien. Je pense que c'était aussi important au vu des 2 derniers matchs où on avait perdu contre Monaco et Lyon. Je pense que c'était bien de redonner un peu cet élan, de dire à tout le monde allez, on y va, on essaie de gagner ce match, et de toute façon il fallait le gagner pour se remettre un petit peu d'une bonne manière, on va dire. Enfin, il fallait se remettre un peu la tête à l'endroit au classement, tout ça. Il fallait un peu repartir de l'avant. Donc, je pense que c'était bien. Le club a fait une bonne initiative aussi avec justement ce choix-là. Après, bon, c'était bien aussi de voir hier beaucoup de supporters présents au centre d'entraînement pour l'échauffement. Tu as raison. C'était 400-500 supporters. Voilà, c'était une bonne initiative. En tout cas, ça aurait été bien de conclure ça par une victoire aujourd'hui. Mais c'est une belle initiative pour un match que je qualifierais de limite honteux qu'on a vu cet après-midi. Tu te mets encore des Honteux, en limites, plus, Jérémy. Tu as tellement de cette potentiel, semaine. mais tu te mets encore beaucoup Non, mais de limites. Un peu comme Kefren. En fait, si tu n'avais pas eu tout ça cette semaine, et bon, tu aurais eu un match très très mauvais, mais au moins, bon voilà. Là, tu as toute cette opération, tu as toutes ces initiatives, les supporters qui viennent au centre d'entraînement, tout ça. Bon, pour finir sur un match comme ça, c'est quand même super dommage et ça casse un petit peu quelque chose. Donc bon voilà. Bon, en tout cas voilà, je fais le lien avec le match. Je pense il faudra Merci pour la passe qu'on en parle à un décisive. moment donné, malheureusement. C'est une belle passe décisive parce qu'aucun des joueurs n'aura réussi à faire cet après-midi. Donc merci Jérémy, bravo. Peut-être que tu peux jouer ailier droit. Déjà, quand il y a ton sosie qui peut jouer partout. Donc peut-être que si on met 2 Tom Louché sur le terrain, ça peut nous sauver la fin de saison. Pas rentrer en jeu, malheureusement. Je sais pas. Essayons. Je lance un appel pour voir si multiplions les Tom Louché, ça peut faire quelque chose. Bon, il faudra bien parler du match, messieurs. Hein, de toute façon, on est là pour ça. Hein, on fait genre, on est Non, contraint. c'est pas obligé, vraiment. Hein, on peut s'arrêter. Si, bon, on est obligé. Et puis en vrai, ça nous fait plaisir. Hein, on se raconte un peu des histoires. Mais bon, si on prend notre temps libre pour faire cette émission, c'est vrai que j'ai pas dit que c'était une émission thérapie, mais très clairement, c'est l'idée. Hein, et vous sentez que même nous, on commence à en avoir besoin. Revenons sur le 11, peut-être déjà choisi par Francesco Farioli, hein, pour affronter le Borussia Clermont, glorieux 20e de Ligue 1. On le rappelle, Marcin Bulka dans les buts. 18e. Oui, 18e, c'est vrai que heureusement il y a 4 matchs de moins cette saison. Tu vois, 18e de Ligue 1. Cette saison n'en finit pas en fait, j'ai l'impression du coup. Marcin Bulka, gloire à toi Marcin, seigneur des penalties. Titulaire dans les buts, une défense Lotombato, Dibo Dante et Melvin Barr. Gloire à toi Melvin Barr, seigneur des roues, avec Alric évidemment. Milieu de terrain, Thuram, Boudaoui, Claude Maurice et devant Mohamed Adicho,
Guessant et puis Jérémy Boga qui était fraîchement de retour de son sacre du coup à la Coupe d'Afrique des Nations. Alors une composition d'équipe, on va dire mi-logique avec on sait qu'il y a eu quelques petits pépins physiques notamment à l'entraînement cette semaine. Je pense à Youssouf, je pense à Rosario et puis voilà des joueurs qui étaient peut-être un peu courts comme Terem Moffi de leur retour de la CAN et puis Gaëtan Laborde qu'on imagine sanctionné pour l'ensemble de son désœuvrement depuis le début de la saison. Enfin, c'est ce que je vois. Premier enseignement sur lequel je voudrais qu'on parle, messieurs. Après, je vous laisse librement continuer sur le reste du 11 si vous avez quelque chose à ajouter. C'est qu'on s'est longtemps posé la question, est-ce que Francesco Farioli osera aligner Jérémy Boga et Mohamed Ali Chaud ensemble sur le terrain? Et ben là, c'est fait dès le début du coup d'envoi. Alors après, mon interprétation, et je peux me tromper, parce que je me suis déjà trompé en disant que je doute qu'il ose les aligner ensemble, c'est que s'il ne teste pas face à Clermont, dernier et 18e, je ne me trompe pas cette fois, de notre championnat, en fait, je pense que tu ne le tentes jamais. Donc avant de parler de si ça a été un succès ou pas, voilà, sur cette attaque avec Evan Guessant qui est le 9 titulaire, par rapport à la forme et aux disponibilités, je pense que c'est mérité. Et après, plus largement, si vous voulez, sur le reste de la composition d'équipe choisie par notre coach italien. La compo, elle était intéressante parce qu'elle m'a donné l'impression d'être assez offensive finalement. Pas beaucoup de joueurs à vocation défensive. La preuve, c'est que tu as quand même Kefren Thuram placé en 6, on le sait, c'est son nouveau rôle. Et devant, c'est Boudaoui et Alexis Claude Maurice. Donc deux joueurs qui sont techniques, deux joueurs qui peuvent amener du décalage au milieu. Et clairement, très intéressant d'avoir sur le papier mis tes deux flèches sur les côtés. Parce que tu savais, de toute façon, au-delà du fait de dire tu joues contre le 18e, tu tentes quelque chose de nouveau, tu sais qu'en mettant de la vitesse sur les côtés, le but c'est de faire exploser un bloc qui va se retrouver finalement très bas. Ça a été le cas, hein. On a eu le ballon les 3 quarts du temps. Mais déjà, la première période, clairement, on joue juste pas. Tu vois, c'est ni mal, ni pas beaucoup, c'est juste pas. Ouais, mais par contre, le paradoxe, c'est que c'est eux qui ont les situations les plus nettes pour marquer, quoi. Enfin, bon, ça, on y vient. Garde-toi un peu de douleur pour après. Donc déjà, je lance ça comme ça. Non, mais après, très intéressant cette composition. Très intéressant aussi de voir que finalement, oui, il a osé. Alors, on va pas parler de sanctions parce qu'on n'est pas dans sa tête et on ne sait pas comment il a raisonné, mais intéressant de garder Guessant dans la continuité parce que Guessant fait partie aujourd'hui des joueurs qui ont été les meilleurs, hein, je le dis. J'ai trouvé très intéressant Guessant, encore une fois, au dos au but, sa manière de récupérer le ballon, de partir avec une belle course vers l'avant. Très intéressant d'avoir tes deux flèches. Très intéressant de se dire aussi que Gaëtan Laborde, c'est pas suffisant, donc il a pas peur de le mettre sur le banc, même si c'est un joueur qu'il aime beaucoup. Et finalement, malgré les absences de Morgan Sanson, de Youssouf laissé sur le banc, tu te dis que tu as quand même un 11 de qualité. Et donc ça, au début du match, clairement, tu peux légitimement penser que tu vas les rouster. Ah, tu vois la compo, tu te dis on va les fesser 3-0, ça va être super. Et oui, ça peut pas être autrement. Donc, mais on est con parce que ça n'arrive jamais. Pourquoi on pense encore ça? Tu vois, on aime se faire mal d'un côté. Tu te dis quand même que, et je vais en terminer sur ça, tu te dis que Mohamed Ali Chaud, c'est intéressant ce qu'on voit depuis quelques matchs. On a vu Boga jouer une demi-heure contre Lyon. Il a mis le feu dans la défense lyonnaise. Bon, ok, ils sont pas tous très en confiance, mais lui, il était vraiment très très en confiance. Donc tu te dis, bon, il y a quand même des motifs de satisfaction. Tu sais que Mofi, mais même si c'est pas un super attaquant, machin truc et tout, quand il va rentrer, il va pouvoir mettre le feu et tout. Puis Guessant, tu sais qu'il est en forme en ce moment. Tous les éléments sont réunis pour faire un très bon match. Je dis pas un match exceptionnel, mais un très bon match, un match à la hauteur de ce que tu te dois de produire face au dernier championnat. Et puis, spoiler alerte, non, quoi. Jérémy, sur cette attaque, déjà le choix, la principale décision forte, hein, donc c'est le remplacement de Gaëtan Laborde, du coup, et le fait d'aligner Jérémy Boga et Mohamed Ali Chaud en même temps, dès le coup d'envoi sur le terrain, et puis sur le reste de la compo, si tu as envie de te faire plaisir.
Très bonne composition. Je trouve que c'était très bien de voir déjà Alexis Claude Maurice titulaire suite à ses bonnes entrées dans l'ensemble. Je trouve que dernièrement c'était quand même plutôt pas mal. Après, je trouve que, enfin non, la compo est bonne. J'ai été juste un petit peu étonné. Enfin, je reste toujours étonné de ne pas voir quand même Valentin Rosier. J'espère qu'on le verra bientôt titulaire. Après, non, il n'y a pas grand-chose à dire. Je trouve que c'est bien en tout cas de voir une attaque un petit peu changer. Là, franchement, sur le papier, c'est vrai qu'il y avait de quoi être content. Bon, on va y revenir. Malheureusement, Mohamed Ali Chaud et Jérémy Boga ont pas fait un match très bon, on va dire. Donc c'est un petit peu dommage, mais en tout cas, oui, quand j'ai vu la compo, bon, j'étais pas là du tout à me dire on va gagner 2-3-0 parce que bon, Bah si, je sais très clairement, bien. enfin non, encore. Non, 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 j'ai l'habitude. Maintenant, j'ai pris l'habitude, mais je me dis que il y avait quand même moyen de voir des belles choses. Ça n'a pas du tout été le cas. Donc non, belle composition et en plus on avait quand même un banc qui était intéressant justement. Quand même quand t'as sur le banc Rosario, Youssouf, Mofi, Baldé, Laborde notamment, c'est quand même pas mal. Donc non, au début de match, j'étais quand même plutôt assez confiant. Mais bon, voilà, ça s'est pas fait et on va bientôt discuter de pourquoi. Bientôt, on y Parce arrive. qu'on est nul, Hein. voilà, fin de la partie. Ouais, bah, on regardait un peu, messieurs, les stats hein, avant d'enregistrer l'émission. Alors, si je me suis pas trompé, parce que si vous avez suivi les dernières émissions, vous savez que les additions, c'est compliqué. Hein, quand il faut calculer les points avec moi, il y a souvent des erreurs. Je crois que c'est 5 points sur 6 matchs cette année. Il me semble que sur les 10 derniers matchs, on marque 11 points. Donc, en fait, tu as un point par match de rythme. Bon, bah, je pense que tu peux jouer le maintien avec un rythme comme ça. Alors bon, évidemment, avec le capital d'avance et le talent supposé qu'on a sur le terrain, rassurez-vous, on n'en est pas encore à jouer le maintien. Mais bon, alors déjà là, On a un rythme de maintien par t'es contre, tombé hein. à la 4e place. Derrière, ça s'est bien resserré. Et bon, tu perdras pas 18 points que tu as d'avance sur le maintien naturellement, mais tu as un rythme de relégable quand même. Donc il faut quand même le souligner. C'est que c'est pas juste qu'on est exigeant par rapport à ce qu'on voit sur le terrain, c'est que maintenant, sur le temps long, sur une dizaine de matchs, qui est quand même une période significative, eh ben, tu fais de la merde. Donc, bon, voilà, il serait quand même peut-être temps de renverser la vapeur. Une Malheureusement, victoire en 2024, une voilà, seule. ce n'est pas en. Ouais, quelle victoire hein, sur un penalty À à Metz l'arrache sur un face à, penalty face à à Metz, arrache, ouais. hein, Metz qui est Magnifique 25e de victoire. Ligue 1 aussi, quoi. Donc, je m'en fous du nombre d'équipes qu'il y a dans ce championnat. Ils ont le niveau d'être 25e. Bref, je voudrais commencer peut-être par un gros mea culpa, parce qu'on va quand même peut-être commencer par ce qui s'est bien passé, histoire qu'on ne soit pas complètement, totalement négatif. Et il y a un joueur qu'on a fracassé dans cette émission. Alors c'était mérité quand même, parce qu'en général on fracasse les joueurs quand c'est mérité, mais qui est probablement le meilleur joueur de champ cet après-midi. Donc on est obligé, de s'écraser par terre et de dire qu'on est des merdes et qu'on ne te méritait pas, Alexis, parce que en fait, je pense que le meilleur joueur de champ sur cette rencontre, en tout cas jusqu'à sa sortie en fin de match, c'est probablement Alexis Claude Maurice. Alors, est-ce que le mot c'est le meilleur ou le moins pire? Je vous laisse, messieurs, seul juge dans ce débat-là. Mais bon, c'est probablement de lui qu'au milieu de terrain sont venus les rares éclaircies, les rares remontées de ballon. Il n'y a pas toujours eu des très bons choix. Au niveau des frappes et des coups francs, on n'est quand même pas sur un niveau non plus tout à fait Ligue 1, mais en attendant, dans le mouvement, dans la disponibilité, dans le jeu de passe, la plupart du temps, je pense qu'il n'y aurait pas eu Alexis Claude Maurice, il se serait passé encore moins de trucs déjà que on n'a pas vu grand-chose. Donc voilà, je ne change pas d'avis en un match sur le fait que je pense que son histoire à l'OGC Nice se termine là et que c'est pas pour un bon match enfin un bon match. Un match moins pire que les autres face à Clermont, que ça doit changer sa destinée en rouge et noir. Mais bon, voilà, essayons d'être honnêtes pour une fois. C'est probablement ce qu'on a vu de mieux sur le terrain, en tout cas dans les 10 joueurs de champ. Je ne sais pas si vous Ah mais, partagez cet avis. clairement, clairement, je veux dire, il a cette faculté à prendre le ballon, à partir en dribble, à créer le décalage. Alors certes, il y a du déchet, mais il y a toujours du déchet chez les gens qui tentent. Et lui, il a tenté des choses. Ah, il y en a il y a du déchet chez les gens qui ne tentent pas. On parlera d'autres milieux de terrain après. Oui, bon, ouais, il y en a qui font acte de présence aussi. Mais non, mais Et lui, rien de plus. il y a du déchet non, parce qu'il a tenté des choses. Mais voilà, il a porté le ballon, il a créé du décalage, il a beaucoup joué avec ses ailiers, il a tenté des frappes de loin. Alors, moi, je reproche pas aux joueurs je reproche aux joueurs de pas assez frapper de loin. Lui, il a fait ce qu'il fallait pour frapper de loin. Ce que je peux reprocher, par contre, aux joueurs qui frappent de loin,
c'est de nous faire des frappes de grand-mère. J'ai discuté avec un pote supporter pendant le match, Clément, si tu passes par là, où on se disait, mais les mecs, ils sont à l'entraînement toute la semaine, ils font des séances de tir, notamment avant le match, ils envoient des mines à chaque fois au but, et quand ils sont en match, ils envoient des frappes de grand-mère. S'il vous plaît, En parlant de respectez-vous. grand-mère, hein, on vous rappelle que c'est la fête des grand-mères le week-end prochain. Donc Ouais, voilà, et on les aime, nos grand-mères, c'est ça ça le sera un truc. peu la fête de l'OGC Nice, quelque part. C'est bien, on C'est aura quelque chose à exactement. fêter. Mais Écoute, troisième âge, on est là, Hichem quoi. Boudaoui, Alexis Claude Maurice, c'est un peu votre fête dimanche prochain. Ah, mais complètement. Et donc, ça, c'est un truc que je comprends pas. Alors, Alexis Claude Maurice a fait un match très correct. Mais le problème, c'est qu'on peut pas dire qu'il a fait un bon match. Tu jouais face à Ouais, un Clermont. match très correct. Il a fait un match à 5 sur 10, quoi. Mais bon, c'est mieux que tous les autres Bah, joueurs de champ. c'est-à-dire que, Donc, oui, quelque voilà, part, 5 sur 10, c'est la meilleure note du match pour lui et pour Evan Guessant, tu vois, par exemple. Mm. Quoique non. Non. Bon, Marcin Bouka, il a 6 ou 7 parce qu'il a arrêté un penalty. on reviendra là-dessus et notamment sur l'attaque après. Mais voilà, disons du bien d'Alexis Claude Maurice. C'est peut-être la seule Non, ça, occasion il faut qu'on le dire. aura de le dire en plus cette saison. Mais très clairement, heureusement qu'il était là au milieu de terrain cet après-midi. Et je trouve ça dramatique qu'on ait à se réjouir d'être content d'avoir Alexis Claude Maurice. Hein. Je pense que davantage que du talent de l'ancien Lorientais, ça en dit surtout très très long sur la performance de ses coéquipiers cet après-midi. Jérémy, sur Alexis Claude Maurice, tu en as dit quelques mots tout à l'heure, hein, que c'était... Un joueur Ligue des Champions, il a dit. Voilà, oui, non, il s'est peut-être pas Sûr, enflammé tant que ça, mais voilà, sur cette rencontre cet après-midi, c'est peut-être ce qu'on a vu de mieux sur le terrain, au final, si on accepte naturellement Marcin Bulka dans ses buts. Alors oui, c'était le meilleur joueur de champ, mais c'était pas très compliqué. Pour moi, il est dans la lignée de ce qu'il a montré cette saison, où c'était quand même plutôt encourageant en fait. Le problème, c'est qu'on voit qu'il fait de très bonnes choses techniquement, mais ça reste par intermittence pendant les matchs. Je trouve qu'il y a des phases où on le voit beaucoup, des phases où on le voit pas du tout. Donc notamment en début de match où pour moi on a fait illusion pendant 5 minutes où je me suis dit oulala, on va peut-être rejouer, ça va être bien, en fait pas du tout. Il a été très présent justement, c'est par lui que passaient beaucoup de ballons. Il a tenté ses 2 frappes justement, dont une qui était quand même dangereuse. Après voilà, il est dans la lignée de ce qu'il a fait, c'est bon techniquement, mais voilà, c'est comme j'ai dit, trop d'intermittence. On le voit pas assez, ça manque un peu de volume de jeu. Donc oui, il a quand même fait un plutôt bon match, mais c'est surtout parce que, bon, comme vous l'avez dit, les autres joueurs autour, c'était pas bon du tout, quoi. On y vient, mais bon, ça suffirait presque à Alexis Claude Maurice de prendre une place dans le 11 titulaire. Alors, Bon, tout de suite, ça s'énerve là. voilà, tout de suite, ça devient désagréable dans cette émission, vraiment. Hein. On peut pas discuter 5 minutes sans qu'il y ait une saloperie comme ça qui sorte. Voilà, mais bon, en tout cas, blague à part, ça. On continue en fait cette espèce de concurrence par la nullité au milieu de terrain. En fait, personne ne prend la place parce qu'il est vraiment meilleur que les autres. C'est juste que vu que successivement tout le monde est affligeant, dès qu'il y en a un qui fait un bon match ou qui a un éclair de génie, et ben tout de suite c'est et si c'était lui notre titulaire. Puis après 2 Il y en matchs a de qui, merde, voilà, on il y se en a dit qui non. méritent d'aller en équipe de France, lui il mérite d'être dans le 11 de l'OGC Nice. C'est quand même Ouais, mérite dramatique. d'être dans le 11 de l'OGC Nice qui a un rythme de relégable hein, quand même. On rappelle, c'est pas non plus dans le OGC Nice prime du début de saison. On l'a cité déjà plein de fois parce que très clairement c'est probablement le meilleur joueur de l'après-midi et de manière générale un des rares joueurs dans le 11 qui nous a pas collé la honte cet après-midi et sur l'année 2024. Il y en a quand même 2-3. Je pense à Melvin Barr, Jean-Claire Todibo notamment. Il fallait aussi, qu'il le dise. Voilà, mais bon, qui n'ont pas été nécessairement très bons cet après-midi. Heureusement, Marcin Bulka l'a été, comme toujours. Je me rappelle quand même qu'on a perdu au moins une saison avant de le titulariser. Bon, ça lui a peut-être servi à avoir le niveau qu'il a aujourd'hui. Moi, je pense plutôt quel gâchis, mais ne revenons pas sur le passé, ou en tout cas que sur le passé immédiat. Un penalty arrêté, solide, à part une petite mésentente avec Dante de mémoire, mais qu'il rattrape heureusement immédiatement. Il fait le match qu'il faut pour que l'OGC Nice ne perde pas. Et on y reviendra après quand on parlera de ce qui a le moins bien marché. On en est à se dire que heureusement que notre gardien était là pour ne pas perdre la rencontre. Mais voilà, encore un super Marcin Bulka, encore décisif sur penalty. Voilà, c'est assez dingue. Je me suis fait la réflexion en fait pendant le match de me dire quand Walter Benitez est parti, on s'est dit putain, on perd un gardien qui est quand même solide, qui a un super niveau, qui en plus de ça est précieux dans les moments les plus compliqués et y compris sur penalty.
Eh ben en fait, on a retrouvé le même en plus jeune et peut-être même encore un peu meilleur. Et en plus de ça, voilà, je trouve niveau mentalité, niveau communication avec le public, il est peut-être même encore un peu au-dessus de son homologue argentin. Voilà, enfin, c'est peut-être la dernière satisfaction qu'on donnera dans l'émission. Félicitons-nous tous ensemble d'avoir Marcin Bulka dans nos buts et tout particulièrement cet après-midi parce que sinon, ça aurait été encore plus un cauchemar, je pense. Ah, mais complètement. Et le truc, c'est que ça va me permettre de faire une espèce de passe décisive pour aller vers le mauvais qu'il y a eu sur ce match. C'est pas sympa pour Jérémy. Hein. Ah non, sur ce match, pardon. Sur ce match, oui. Pardon. Parce qu'en fait, quand il arrête ce penalty, il y a une espèce de rage qui s'extériorise de sa part. Et il est là, il harangue le public, il harangue ses partenaires. Et je me dis, ça, normalement, c'est le tournant du match. On doit les bousiller en seconde mi-temps. Ça doit créer une émulation qui doit mettre tout le monde en ordre de marche. Vraiment, ok, on a fait une erreur, on l'a pas payé cher. Il a sorti l'arrêt qu'il faut. C'est bon, maintenant c'est terminé. On arrête les conneries, on s'y met. Et non. Et ça me rend fou en fait. Parce que les supporters, ils viennent au stade, ils remplissent, ils viennent à 400, 500. Il y a des opérations qui sont montées pour qu'on remplisse ce stade qui a du mal à être rempli. Et ils sont tous là, ils envoient des petits messages sur les réseaux. Ouais, c'est cool, merci beaucoup. Mais quand tu vois ce qu'il y a sur le terrain, tu te dis, mais c'est juste scandaleux ce que vous avez proposé. Donc je regrette que Marcin Bulka, qui pour moi aurait dû être, si tu veux, cet élément déclencheur avec ce penalty, ça n'a pas réussi à communiquer avec les autres joueurs. Parce que oui, il fait le match qu'il doit faire. Normalement, il devrait avoir rien à faire sur ce type de match. Parce que notre défense devrait être impériale. Ouais, Et un arrêt sur une frappe désespérée de loin pour le principe, tu vois, histoire de ça, dire qu'il a voilà, pas perdu son après-midi et basta, quoi. c'est ça. Et c'est quand même, pardon, mais c'est la honte de se dire que, en fait, la plus grosse occasion du match, c'est Clermont qui l'a eu. Mm. Et c'est sur un penalty. Ça veut dire que tu as été une nouvelle fois débordé. Et que t'as tremblé en fin de match aussi, quand même. Et puis, enfin, de toute façon, les hommes mentent, mais pas les chiffres. Hein, Clermont a fait plus de tirs cadrés que nous, quoi. Et bon, nous, par tir cadré, on va pas revenir sur ce qu'on disait sur les grands-mères, hein, mais bon, voilà, c'est tout simplement, le dernier du championnat a fait plus de tirs cadrés. Et Ouais, puis, je crois que Martin Bulka a deux gros arrêts quand même dans le ouais. match. En seconde mi-temps, il y a un arrêt au pied. Enfin, tu te dis, c'est pas normal. C'est pas normal. Alors oui, pour revenir rapidement sur lui, il a fait le match qu'il fallait. Il nous a sauvé la mise. Mais par contre, c'est assez scandaleux que ça ne me rapporte pas 3 points, ce qu'il a fait. Jérémy, sur Marcin Bulka, profites-en, c'est le dernier moment où tu vas dire quelque chose de positif de l'émission. Heureusement qu'il est là, hein. Franchement, heureusement qu'il était là parce que c'est vraiment lui qui nous a sauvés cet après-midi, hein, littéralement. Outre le penalty, il y a justement la mésentente avec Dante, puis il y a un autre face-à-face en seconde mi-temps qui était quand même très très beau. Enfin, il a fait un très bel arrêt. Donc non, il a fait un super match et il est quand même vraiment très très fort sur les penalties. C'est quand même vraiment le penalty est pas non plus super bien tiré, mais bon, si tu l'arrêtes pas, c'est pas Si tu pars du scandaleux. mauvais côté, En t'es tout foutu, cas, à chaque quoi. Hein, fois, donc, voilà. Enfin, à chaque fois, enfin, vraiment, ouais, le dernier, c'était à Montpellier, il arrête. Il en avait arrêté un autre dans la saison. Il a arrêté aussi ceux en Coupe de France. Non, franchement, très très fort sur cet exercice-là. Puis très, très bon gardien, ça on le dit on le dit toujours dans les émissions. Et bon, après, ce qui m'a fait rire, juste pour dire quelques mots là-dessus, c'est la célébration de l'arrêt sur le penalty, quand même, avec le speaker qui scande son nom. Moi, ça m'a fait rire, quand même. on en Dans est le là, contexte mais actuel bon, où, voilà, on en en est là. attendant, On heureusement, marque tellement peu de buts qu'on célèbre comme des buts au stade je te garantis qu'au sur le stade, penalty. Mais c'est le seul moment qu'on a c'était, kiffé. Hein. Enfin, c'est aussi Ah pour ouais, ça qu'on ouais, s'en est donné complètement. à cœur joie, c'est qu'en fait, nous, tu nous envoies un os, on le ronge parce qu'on a que ça, hein, de toute façon. Hein. sur le Franchement, moment, en plus, sur le moment, j'ai pas capté directement. J'ai dit, mais attends, pourquoi il scande le nom de Bulka comme ça? Je dis, ah, mais oui, il vient d'arrêter le penalty. Mais ça m'a surpris sur le moment. Je dis, bon, ok, mais on en est là, quoi. Je fais, bon. ouais. Enfin, c'est sympa comme initiative, mais c'est vrai que quand tu prends en compte le contexte actuel avec le fait qu'on marque pas de but, je trouve ça assez ironique, en fait. Donc, bon, voilà. Mais sinon, ouais, très bon match de sa part et clairement l'homme du match. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. On fait avec ce qu'on peut, hein, donc voilà, mais Marcin Bulka qui prend beaucoup de place dans la cage hein, aussi. Moi, j'étais en face hein, de l'autre côté. C'est vrai que, bon, normalement, quand t'es footballeur pro, t'es censé pouvoir la mettre dans la lucarne opposée et basta, hein, mais bon, t'as quand même un monstre hein, aussi en face de toi. Hein, beaucoup de place dans la cage, beaucoup de place dans le cœur des supporters niçois Et un désormais. sens de l'anticipation assez remarquable finalement.
Et toujours beaucoup de place dans la tête de Florin Balogun, qui a encore raté un penalty. Bon bref, voilà, ça va pas empêcher nos voisins monégasques de gagner, mais bon, je pense que le mec la nuit, il parle polonais, il a des sueurs froides en imaginant Marcin Bulka, quoi. Bref, passons, puisqu'on parle de saloperie, puisqu'on parle de Monaco, on va continuer sur tout le reste de l'équipe, parce que malheureusement. C'était nul, il n'y a pas d'autres mots. Alors bon, je sais pas, on s'est noté plusieurs sujets en vrac, messieurs, je sais pas par quel poison vous voulez commencer. Donc on a un peu déjà dit du mal de Jérémy Boga et de Mohamed Alicho. Alors, deux joueurs sur lesquels il y a peut-être pas grand-chose à dire. On sait que c'est des pas joueurs... les pires. Voilà, c'est pas les pires. C'est pas les pires ni les meilleurs. D'ailleurs, voilà, c'est aussi difficile pour Patrick Vieira. Bon, non, après, j'arrête de me venger sur tout le monde. On va se concentrer sur notre équipe, voilà, qui ont été malheureusement trop peu en vue et en tout cas dans l'incapacité de fournir des bons ballons à Evan Guessant qui, bon, n'a pas fait son meilleur match, mais a quand même réussi à aimanter quelques ballons, notamment de la tête, mais qui n'a pas pu cadrer. Donc c'était encore trop faible devant. Alors trop faible devant, trop faible au milieu, avant peut-être de s'atteler à ce qu'on peut dire individuellement sur ces deux secteurs. Je voudrais quand même vous poser deux questions. Alors, je vais peut-être commencer par la plus... Allez, je vais commencer par la plus provoque, parce que vous l'entendez depuis le début de l'émission, je suis d'une humeur... On est en roue libre, là, faut le Ouais, savoir. voilà, le roue libre, c'est toi. Mais voilà, au moins je t'accompagne aujourd'hui comme ça. Voilà, je vais tout de suite mettre une ambiance de merde. Alors, finalement, c'est pas mieux ça en Gaëtan Laborde. Comment ça se fait? Est-ce que c'était pas lui le problème, en fait? Ou en tout cas, est-ce qu'il faisait lui aussi partie d'un même problème? Oui, totalement. Très bien. Parce que... Allez, bonne soirée. Merci pour cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Non, je plaisante. Enfin oui, avec qu'il soit là ou qu'il soit pas là, ils ont juste oublié une règle fondamentale du football, c'est que pour gagner un match, il faut marquer un but. Mm. Et clairement, je regardais la statistique. Donc on a fait 6 matchs 6 matchs de championnat depuis le début de 2024. On a marqué 3 buts. Mm. Et on a gagné un seul match. Donc à un moment donné, enfin, je sais pas, si on veut avoir des ambitions, si on veut être européen, si on veut provoquer de l'émotion chez les supporters, il faut mettre le ballon. L'émotion. J'avais oublié le délire que vous avez avec l'émotion au début de la vie du stade. Ah non, mais il faut mettre le ballon au fond de la cage. C'est pas à côté, pas au-dessus, au fond. Et le problème, c'est qu'on n'a pas de joueurs en capacité de le faire. C'est quand même dur de dire ça quand tu vois que tu as Mohamed Alicho, Jérémy Boga, Evan Guessant, que tu fais rentrer Gaëtan Laborde, tu fais rentrer Terem Ah, mais le Moffi. problème est toujours le même. Je reviens même pas derrière à d'autres joueurs qui sont censés marquer des buts, genre Hicham Boudaoui ou Kefren Turam. Mais enfin, du coup, on en est là de se dire, tu vires Gaëtan, ce gros nul supposé de Gaëtan Laborde, et en fait, tu mets enfin, c'est pas mieux ce que tu vois. Jérémy, enfin, du coup, la vie sans Laborde, c'est clairement pas mieux. Bon, la vie avec Laborde était pas terrible non plus. C'est la même merde. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit non plus. Mais du coup, le problème, c'est quoi? Et puis, on va en venir à la question de, est-ce que ce sacro-saint 4-3-3 que Francesco Farioli a bien du mal à lâcher. On a vu, je crois, 2 matchs épisodiques là, depuis le début de l'année 2024 où on a joué à 3 derrière. Mais est-ce que cette rencontre-là, ou en tout cas déjà au moins pour les avant-postes, ça sonne pas le glas de ce système tactique qui clairement ne marche pas? Alors c'est dommage parce que tu as recruté... Il ne marche plus surtout. Voilà, c'est pas il marche pas, c'est marche plus. Ouais, en supposant qu'il est déjà marqué, parce que tu marquais pas tant que ça non plus. Tu marquais plus qu'un demi-but par match, mais on peut pas dire que ça a très très bien fonctionné offensivement, en tout cas depuis le début de la saison. Donc c'est dommage vu que tu as quand même recruté des joueurs pour jouer dans ce système-là, mais Jérémy, sacrifier Gaëtan Laborde, on verra, parce que là ce n'était qu'un match, mais on n'a pas l'impression que ça ait fait des miracles. Est-ce que la solution vient vraiment de là, ou est-ce que la solution c'est peut-être d'essayer de proposer quelque chose d'autre tactiquement, ou est-ce qu'en fait il n'y a pas de solution et il faut attendre la saison prochaine? Non, c'est plus global. Je pense que, alors froidement, le problème c'est qu'on a toujours les mêmes problèmes depuis le début de la saison, toujours les mêmes défauts qu'on n'arrive pas à corriger. Et là où on était bon avant, on est de moins en moins bon. Donc ça, c'est on va dire globalement ce que je vois moi depuis quelques matchs.
On est toujours aussi mauvais offensivement. Dès que les joueurs arrivent dans la surface, je trouve que c'est catastrophique. Franchement, aujourd'hui encore, les choix qu'il y avait à faire, on en a un peu parlé, les frappes de loin qu'il y avait à faire, tout ça, c'était catastrophique à chaque fois. Malheureusement, là, on avait deux joueurs, Boga et Mohamed Ali Chaud, qui pouvaient faire des différences. Aucun des deux a réussi à en faire, ce qui m'a quand même surpris. Donc à partir de là, on n'a pas beaucoup d'autres solutions, étant donné qu'on a toujours des latéraux qui montent aussi peu, même si Barr a encore essayé, mais qui montent aussi peu et qui réussissent pas de centre et qui n'apportent pas beaucoup offensivement. Mais Jérémy, que ce Donc soit, voilà, que ce soit catastrophique, qu'il y ait des mauvais choix, tout ça, ouais, ok, on le voit tous depuis le début de la saison, mais pourquoi? Parce qu'on peut même pas dire que c'est des joueurs qui sont pas bons, parce qu'on les a déjà vus être bons chez nous ou ailleurs. Est-ce que c'est uniquement mental? Est-ce qu'ils sont pas mis dans les bonnes dispositions? Est-ce qu'ils ont des consignes de merde? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de monde dans la surface aussi? Enfin, je me doute que c'est pas nous connards lambda qui allons trouver la solution. Sinon, on va prendre un salaire d'entraîneur pro et on arrête de faire des émissions sur Internet. Mais je sais pas, moi je suis démuni aujourd'hui en fait. Je cherche la réponse. Et j'imagine que Farioli aussi. Non, moi aussi, mais quand je vois par exemple la déclaration de Melvin Barr à la fin du match qui dit on a eu la sensation quelque chose comme ça, qu'on a eu la sensation qu'on pouvait jouer encore longtemps et qu'on n'allait pas marquer, ça m'inquiète un peu parce que ça veut dire que eux du coup aussi sur le terrain ils se rendent compte qu'ils n'ont pas forcément les solutions. Alors est-ce que ça vient du niveau technique ou alors est-ce que ça vient des consignes? Ça, je ne sais pas. Par contre moi au-delà de ça, donc voilà, on a toujours les mêmes défauts et en plus de ça, malheureusement les points où on était fort, on va dire, on est vraiment de moins en moins bon. Je veux dire, défensivement, depuis le début de l'année, c'est quand même pas bon du tout. On ne prend pas non plus 4 buts à chaque match, c'est pas ça que je dis. Mais franchement, on en a pris 3 contre Monaco, contre Lyon, sur un des rares tirs cadrés, si ce n'est le seul tir cadré, on prend un but. Et à chaque fois, on a été en danger dès ils sont arrivés dans notre surface. Là, on concède un penalty. À Rennes, on en prend 2. Là, on n'était pas loin de... question, voilà. Mais penalty. Oui, il y a penalty, mais après, voilà, on n'était pas loin d'en prendre 1 ou 2, voire 3 aujourd'hui. La défense, ça va pas du tout non plus. Bon, le milieu de terrain, vous savez très bien ce que j'en pense. Et en plus de ça, le problème, c'est que quand t'as un match aussi important, ça fait plein de fois qu'on dit ça, mais on a eu beaucoup de matchs importants cette saison. On est passé à côté à chaque fois. On a eu plein d'occasions de faire un peu, d'avoir vraiment un écart avec les équipes derrière. On n'a pas réussi à le faire, donc tout le monde nous a rattrapés et tout le monde est en train de nous dépasser aussi. Donc il faut être aussi réaliste sur ça. Ce que je me rends compte, c'est juste on était quand même meilleur en début de saison, sauf qu'en début de saison, on avait aussi beaucoup de réussites, on va pas se mentir. Toutes les victoires en 0 et tout, c'est parce qu'on était solide, mais qu'on avait un peu plus de chance et qu'on se donnait les moyens aussi d'avoir cette réussite, ça c'est sûr. Là, voilà, on n'a plus du tout cette réussite-là. On a des attaquants qui, pour une raison ou une autre, qui sont catastrophiques. Et donc du coup on a aussi perdu cette solidité défensive, donc du coup c'est sûr que là on n'a plus grand chose en fait, on n'a plus beaucoup de points positifs, et là le problème, et on va voir dans les prochaines semaines, c'est est-ce qu'on va réussir à trouver les solutions pour arriver à pallier à ça. Ce qui est un peu révélateur aussi, je finirai sur ce point-là, sur ce match-là, c'est que justement je disais que à chaque fois qu'on a eu l'occasion d'augmenter l'écart avec nos poursuivants et d'avoir une victoire sur un match clé comme celui-là, on n'a pas réussi à le faire. Moi je commence à me poser la question aussi de la gestion de la pression, parce que dans le sport c'est bien quand tu arrives en haut, le plus dur après c'est d'y rester. Alors c'est très bien, en première partie de saison on est arrivé en haut, personne nous attendait à ce niveau-là. Depuis qu'on nous attend et qu'on sait que Nice est deuxième, etc., on n'est plus trop là, quoi. Donc voilà, je suis en train de me poser la question de savoir si la gestion de la pression est aussi bien gérée. Alors, intéressant ce que tu dis pour toi, effectivement, depuis le passage des fêtes et le fait qu'on parle de Coupe d'Europe, cette fameuse vidéo de communication du club qui vraiment nous porte la poisse, pour l'instant. Si vous êtes superstitieux, là on est quand même à un niveau de retour de karma qui est assez incroyable. Mais pour ceux qui ne le sont, qui ne le seraient pas, est-ce que pour toi, voilà, c'est de la gestion de pression, ou est-ce que c'est juste qu'en fait les gens commencent à savoir comment Nice joue, arrive plus facilement à nous faire déjouer, et qu'après nous ça rentre un peu dans notre tête, comme Marcin Bulka dans la tête de Florine Balogun, ça fait tellement plaisir de le rappeler, et que du coup en fait on ne trouve pas de solution, on n'a pas d'alternative, et tu parlais de solution avec la gestion de la pression, et du coup toi Jérémy, toi Alric, et tout le monde, chers auditeurs, chères auditrices, est-ce qu'on exclut totalement la question et l'option de faire un changement de tactique? Alors j'ai pas d'idée formidable et vue comme
on est quand même un peu déjà dans un effectif formaté pour ce 4-3-3 et une concurrence avec un nivellement par le bas à certains postes. J'ai pas l'impression d'avoir une solution miracle à vous proposer pour un 11, mais une attaque à 2, ça semble être un non-sujet, alors que peut-être que Laborde Mofi, moi ça me semble être capable de jouer ensemble. Guessant, je pense qu'il est capable de jouer avec n'importe qui aussi, avec sa polyvalence. Mohamed Ali Chaud peut un peu jouer à tous les postes. Un Claude Maurice, alors ok, c'était pas exceptionnel et ce n'était que Clermont, mais est-ce que dans un rôle de numéro 10, il pourrait pas proposer quelque chose? Enfin, je sais pas, et tout ça, c'est sans compter Tom Louchet qui peut jouer partout également. Bon, j'ai l'impression qu'en fait, ce n'est même pas une question aujourd'hui. Alors, c'en est peut-être une dans le staff pro, et je l'espère, mais dans notre communauté et dans notre émission. J'ai l'impression qu'en fait, on a bien en tête que le 4-3-3, on va le garder jusqu'au bout et ça ne nous dérange pas alors qu'on était les premiers à critiquer le 4-4-2 de Christophe Galtier, par exemple. Non, mais c'est pas une question forcément de 4-4, de 4-3-3, de 3-5-2. C'est toujours une question d'animation. La feuille, c'est Ouais, quelque voilà, chose, c'est ça. mais Je veux dire, à un moment donné, il reste 10 minutes de jeu. Tu fais 0-0 contre le dernier, tu en es conscient. Enfin, je l'espère qu'ils en sont conscients. c'est écrit sur l'écran géant au pire. Mais voilà, il reste 10 minutes à jouer. Il pleut, on se fait chier. Tu sais que tu es en train de faire un match de merde. Bouge-toi le cul. Reste pas derrière à faire passe-passe. Envoie des ballons devant. Rentre un peu plus dans les adversaires. Propose des choses, tente des trucs. On te reprochera pas d'avoir tenté. Même si t'as raté, on te reprochera pas d'avoir tenté. Mais moi, quand je vois qu'on est encore en train de faire de la préparation façon handball, passe, repasse, alors qu'il reste 10 putains de minutes à jouer, qu'il fait froid, qu'on fait 0-0 contre Clermont, ça m'énerve. Parce que là, c'est pas dans la tactique que ça se joue. Ça se joue dans la tête. Et ça, le coach, il y peut rien. Enfin, il y peut rien. Il y peut rien à l'instant T. C'est-à-dire que Il peut quelque chose toute la semaine. oui, complètement. Mais lui, toute la semaine, il prépare son schéma tactique, il prépare son animation, il prépare les différents schémas possibles. Mais par contre, Il prépare quand le t'es groupe sur le... psychologiquement, j'espère aussi quand même. Oui, bah après, oui, là on parle de ce qu'on essaie, ce qu'on connaît plus ou moins. Mais évidemment, il y a plein de choses qui sont préparées toute la semaine. Je l'espère forcément. Mais quand ils sont sur le terrain, le coach, il a fait son travail. Donc, c'est aux joueurs de se bouger les culs. Je suis désolé, ça devrait te piquer dans ton orgueil de footballeur professionnel de te dire que tu es en train de te faire malmener par le dernier du championnat que tout le monde a éclaté. J'ai du respect pour ce club de Clermont. Hein, j'ai du respect pour quasiment tous les clubs. Mais par contre, je suis désolé, sportivement, tu dois leur rouler dessus. Et si ça te choque pas dans ton orgueil personnel, en tant que sportif professionnel qui touche un salaire assez important tous les mois, moi, ça me choque de me déplacer au stade à 12 degrés alors que je pourrais être chez moi tranquillement à faire autre chose et me dire je me fais chier. Moi, ça me choque. Donc, j'aimerais que les joueurs en prennent conscience et qu'ils se bougent le cul. Vraiment. Faut pas être surpris après que le stade ait du mal à se remplir quand tu vois les performances. Et en plus, au-delà du match nul face à Clermont, bon, qui est une honte et qui est rageant, c'est voilà, ce que vous retenez. D'abord Jérémy avec la gestion de la pression et toi Alric avec ce que je traduis par le manque de dynamisme, on va dire, sur le terrain pour essayer de mettre des mots politiquement corrects dessus. C'est vraiment que c'est dans la tête que ça se joue et voilà, bon, la question tactique. La déclaration de Melvin Barr en est la preuve en fait. Hein. Si eux ils en sont conscients qu'ils peuvent jouer des heures sans marquer, c'est gravissime quand même parce que ça veut dire qu'en fait t'as pas les solutions et t'as pas envie d'aller les chercher quoi. On verra s'il y a une évolution tactique qui est proposée d'ici la fin de la saison par Francesco Farioli pour essayer de trouver un levier peut-être pour remettre les têtes à l'endroit ou mettre les joueurs dans des meilleures dispositions. Mais messieurs, s'il y a bien un joueur qui symbolise un peu cette déliquescence du gym, cette difficulté à s'animer, à jouer, à en vouloir plus tout simplement, cet après-midi, c'est encore Kefren Turam et j'ai l'habitude de dire que ça me fait pas plaisir de taper sur les joueurs, surtout des joueurs qu'on a appréciés. Là, moi, ça ne me pose plus aucun problème, puisque, encore une fois, c'était quoi ce match? Et puis, en plus de ça, moi, je me sens totalement enlevé d'une pression et d'une moindre culpabilité quand je vois qu'en fait, dans la semaine,
Dante. Alors Dante qui est son coéquipier, son capitaine, qui est un homme qui est immensément plus policé, on va dire, publiquement que moi et qui connaît beaucoup plus le football que moi et y a rien à dire là-dessus, qui dit que en fait, on a besoin que Khéphren Thuram propose autre chose et retrouve son véritable niveau si on veut avoir une chance de se qualifier en Europe et notamment en Ligue des Champions. Pour moi, c'est la version politiquement correcte et présentable aux médias de il faut qu'il se bouge le cul. Mais Mais encore tu une sais fois, peut-être que je l'interprète mal, mais enfin, Alric, en quelques mots, après, on va peut-être passer la balle à Jérémy aussi. Ouais, Mais ouais. enfin, le match de Khéphren Thuram, là, on n'en est même plus à une question de est-ce que son poste c'est 6, c'est 8 avec ses coéquipiers, je sais pas quoi. Là, il y a juste trop peu d'ingrédients qui sont mis pour réussir quoi que ce soit. Là, on n'en est même plus à des mauvaises décisions. On est juste à une quantité de pertes de balles. Et moi, j'appelle même plus ça de la nonchalance. On en a eu des joueurs nonchalants. On a bien vu qu'Efren Turam, même dans ses meilleurs moments, que effectivement, grand gabarit, pas forcément le même chien qu'un Laborde ou qu'un Sanson. Et on s'en fiche, c'est pas ce qu'on lui demande. Mais bon, là, il est face au milieu de terrain du dernier du championnat, et t'as l'impression qu'à aucun moment, ni par amour-propre, ni par volonté un peu conquérante, il met pas le pied sur le ballon, il met pas l'épaule sur l'adversaire, et il n'apporte tout simplement rien, en fait, du coup, à cette équipe, au point de se dire que, moi, là, sauf cascade de blessures, je ne vois vraiment plus aucune raison que de le voir dans le 11 dans les prochaines semaines, si ce n'est son supposé statut, mais en fait... c'est bon, je pense que les Mais statuts. quel statut en plus? Non, mais voilà, là, les statuts, il faut que ça s'arrête, et ça sera le dernier sujet une fois qu'on aura eu l'intervention de Jérémy sur Kef éventuellement. Mais enfin, stop, là, ça fait mal au cœur à tout le monde, et j'ai pas envie de détester Kevin Thuram, en fait, tout simplement. Ouais, je vais aller très très vite. Après, je laisse Jérémy développer son point de vue en profondeur. Moi, il y a une action que je retiens. Enfin, une action, pas une action de jeu, mais un changement que je retiens. À un moment donné, il y a Pablo Rosario qui rentre. Bon, choix défensif. Je comprends pas pourquoi, parce que bon, t'es pas en train de perdre et tu dois gagner ce match-là. Et donc, je commence à me dire, ah, pas con, ça veut dire qu'il va faire reculer Rosario en 6 et permettre à Kefren Turam de remonter. Mais non, en Non. fait, non. Kefren Durham reste planté au milieu de terrain, ne prend pas le ballon, ne perce pas la défense. Il l'a fait une fois. Si, allez, je suis mauvaise langue. Il l'a fait une fois pour aller s'empaler comme il a pris l'habitude de le faire sur le défenseur adverse. Mais putain, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu es en train de faire un résultat qui ne te va pas. Mais défonce tout sur ton passage. Et on est sympa, on ne parle que de son apport offensif, parce que alors son apport défensif, le nombre de relances dégueulasses dans les pieds des attaquants clermontois. Ouais, bon, ça a été global pour tout le monde, hein. Ouais, bon, passons. Jérémy, que ce soit sur Kefren Turam ou si t'as très envie de vite changer de sujet, tu as le droit, honnêtement. Non, bah, j'ai pas envie de faire copier-coller que par rapport à ce que j'avais dit contre Brest, mais j'ai pas grand-chose à dire sur son match qui est loupé, hein. Bah, un peu comme tout le monde. Je vais pas C'est sa saison qui est forcément loupée là, c'est trouvé. ça qui est inquiétant en fait. Ouais, mais Il ira pas à l'Euro, c'est sûr. j'ai pas forcément trouvé sa performance plus mauvaise que les autres. Après, moi je reste persuadé, on en avait déjà discuté pendant plusieurs émissions. Moi, ce poste de numéro 6, je le comprends pas. Je ne comprends pas, je suis désolé, ça lui correspond pas, je trouve pour moi. Ça correspond très bien à Youssouf ou à Rosario parce qu'en phase défensive, ils jouent un peu comme un demi-centre, tous les deux, ils reviennent en défense. T'as une défense à 3 ou à 5, ok. Mais là, je veux dire, t'as les phases de jeu où t'avais Kefren Turam, justement, qui redescendait dans ses défenses entre Dante et Todibo. Je veux dire, il faut arrêter, quoi. Il va jouer gardien bientôt. Enfin, c'est pas possible. Ça a toujours été un très bon numéro 8. Enfin, très bon. Enfin, il a fait de très bons matchs à ce poste-là. Et moi, franchement, oui, comme le disait Alric, je voulais en parler. Quand Rosario est rentré, je me suis dit, naturellement, Rosario va jouer en 6 et Kefren Turam en 8. Quand je vois Rosario se placer en 8, j'ai dit non, mais là, c'est pas possible, il faut arrêter. Alors, je suis pas d'accord, moi, avec le fait qu'il joue en 6. Vous le savez, après, ça, c'est mon avis et on peut très bien expliquer les raisons pour lesquelles il joue à ce poste-là. Moi, je trouve que depuis qu'il a ce poste-là, c'est moins bon, ça va pas. Après, bon, tout ce qui est son cas, lui, son comportement, tout ça, bon, il fait pas une très bonne saison, ça, ok. Mais je veux dire, c'est sûr qu'en le mettant à ce poste-là, ça va pas l'aider. Et bon, après, ouais, voilà, je sais pas trop quoi penser. Enfin, pour moi, c'est vrai que en fait, ce fait d'avoir eu ce changement avec Rosario en 8, c'était pas possible. Et je sais pas que Rosario a fait une mauvaise entrée, d'ailleurs, c'était peut-être le seul qui a fait une bonne entrée. Mais voilà, je trouve les choix aussi quand même vraiment étranges au milieu.
et notamment pour le positionnement de Kefren Turam. Et bon, pour les changements de manière globale, ça, je me laisserai le dossier à la fin, où j'ai pas trop Bah, compris, mais voilà. on est à la fin de l'émission, donc fais-toi Ok. plaisir. Bah, c'est les changements, moi j'ai pas trop compris aussi. Bon, il y a eu des bons Boga, même s'il faisait pas un très bon match, qui est sorti très tôt. On a quand même fini le match avec 3 avant-centres devant, hein. On a fini le match avec Laborde, Guessant, Mofi devant. Donc je vois pas trop ce qu'on attendait, ce qu'on voulait faire. Avec deux ailiers sur le côté, Bon, enfin sur le banc, pardon, hein, Tom Louchet ouais, et voilà, Aliou Baldé, voire même Romain Perrault, qui est quand même un joueur de côté. Donc t'avais des options. En fait, quand j'ai vu Mohamed Ali Chaud sortir, je pensais que ça allait être au moins pour Aliou Baldé. Je me suis dit, c'est un match où on manque de vitesse, où on manque de joueurs qui arrivent à faire des différences, justement, balle au pied. Je me suis dit, bon, on va essayer. Peut-être ça aurait été bien de faire entrer Aliou Baldé pour avoir un peu de vitesse. C'est pas en mettant Gaëtan Laborde côté gauche que tu vas avoir de la vitesse, hein. Il a pas fait, je trouve, une mauvaise entrée. Il a essayé un peu d'apporter, mais il a pas eu beaucoup de temps non plus. Mais bon, je veux dire, je vois pas trop ce qu'on espérait en fait en fin de match avec Rosario en 8 et 3 avancantes devant. Voilà, après, on a fait rentrer aussi Youssouf qui était redescendu des fois dans une défense à 3, puis en fait après il est revenu au milieu. Puis enfin, les changements, ça fait quelques matchs aussi que je trouve que c'est un peu confus pour moi. Je comprends pas trop là où on veut en venir. Bon, c'est pas ça du tout qui nous fait perdre le match, hein. On perd le match, match nul, pardon. Mais Qu'un goût de défaite, hein, très clairement. et voilà. Et lapsus révélateur, mais je veux dire, ouais, enfin, je vois pas trop ce qu'on espérait en tout cas, et voilà. Enfin, je me pose des questions sur les changements aussi. Messieurs, puisqu'on parle de changement, alors pas en cours de match, mais du coup, là, il y a deux matchs importants qui arrivent. Bon, ils le sont tous, hein, mais Toulouse la semaine prochaine au Stadium et puis la réception de Montpellier. Alors, immense respect à Toulouse, notamment pour leur parcours européen, où ils sont tombés les armes à la main face à Benfica. Très belle victoire 3-1 cet après-midi, du coup, qui nous rend bien service et qui nous permet de rester devant Lille, quand même. Mais voilà, hein, Toulouse 11e du championnat, Montpellier 15e. Bon, On va les relancer. alors je sais qu'on avait dit c'est 9 points minimum sur 9 avec le match face à Clermont. Bon, déjà, c'est raté. C'est quand même deux matchs qui sont à notre portée. C'est aussi à la portée et c'est aussi l'ADN du club de les relancer. Tu fais bien de le rappeler, Alric. Mais si on veut vivre une fin de saison pas cauchemardesque et continuer à rêver, non pas aux étoiles de la Ligue des Champions, mais peut-être à cette chère Conférence League chère à Alric, Oh là il y a là, deux pics comme ça d'un seul coup. il y a bien il y a bien des changements qui s'imposent. Et est-ce qu'au final, sur ce match, eh ben, c'est pas les absents qui sont les plus grands gagnants? Et je pense notamment à, bon, bah, alors Gaëtan Laborde, on va pas revenir dessus, hein, mais du coup, un Tom Louchet, notamment, qui n'est pas rentré et qui a toujours donné satisfaction, même dans les matchs les plus atroces. On pense au Havre. Un Pablo Rosario qui a fait une bonne entrée et qui, en plus, peut jouer soit au milieu de terrain à plus ou moins tous les postes, soit même à droite où Jordan Lotomba n'a pas nécessairement fait un très bon match et où Valentin Rosier, c'est un peu le mystère, hein. J'ai pas envie de me prononcer dessus parce que je sais toujours pas si c'est pas une question de physique qu'il a du mal à récupérer, mais en tout cas où personne ne s'impose. Est-ce que il serait pas tout simplement temps, on en parlait pour Kefren Turam, mais parlons-en plus globalement, de siffler la fin des statuts, des titulaires, tout ça, et peut-être de faire jouer, même si c'est des jeunes, même si c'est des joueurs moins expérimentés, tout simplement ceux, exactement comme Evan Guessant, du coup, qui a pris cette place de titulaire, ceux qui le méritent le plus, tout simplement. Mais est-ce que tu te rends compte quand même qu'on le dit, ça chaque semaine, et on interchange les joueurs? Ah, c'est Parce la concurrence par la nullité au milieu de terrain. parce qu'en On a fait, envie il de y a voir pas. Sanson, puis Sanson est nul, on a envie de revoir Thuram, puis Thuram est nul. Bon, remettez Sanson, hein, qui Ah est oui, non, mais parce indisponible que pour un moment d'ailleurs, au et passage. Mais franchement, bon. aujourd'hui, je vous mets au défi, je nous mets au défi, même les auditeurs qui nous écoutent, faites un 11 type, avec 11 joueurs qui sortent du lot et qui sont indiscutables. Avec 11 joueurs que vous avez vraiment envie de voir sur le terrain. Ouais. Non, mais à part le gardien, la défense centrale et limite Guessant devant, et Melvin Barr. Allez, qui est-ce Merci. que tu mets d'autre? Tu peux revenir dans l'émission la semaine prochaine. Pardon. Qui est-ce que tu mets? Bah non, remarque, tu vas pas prévu pour la semaine prochaine. Non, Mais qui est-ce que tu mets d'autre? Personne. Personne. Et donc, en fait, tu interchanges les joueurs chaque semaine. Tu te dis non, mais ça va aller mieux. Mais en fait, non. Il n'y a pas d'émulation, il se passe rien. C'est toujours aussi médiocre au milieu de terrain et on trouve pas de solution et c'est de plus en plus dégueulasse. Et moi, je conclurai, en tout cas pour moi, sur un truc, c'est que si tu veux avoir des ambitions européennes,
parce que c'est ce qui a été affiché avec la petite campagne promotionnelle que je ne reproche pas, mais qui nous... Non, puis c'était l'objectif cité par Jean-Pierre River en début de saison. Donc il y a Oui, rien complètement. Et de, donc rien c'est de bien de honteux, l'assumer. hein. C'est bien de l'assumer. Mais par contre, si tu veux avoir des ambitions européennes et que tu veux les assumer, il faut tordre toutes les équipes qui sont à ta portée. C'est le principe de base. Et faire des coups d'éclat face aux plus gros. Parce que c'est bien de battre Monaco, de battre Marseille, de battre Paris. C'est cool. Ah, c'est cool. Ça, on va pas reprocher ça. Mais faire 0-0 contre Clermont, et je le vois arriver déjà de loin, perdre à Toulouse et faire nul à Montpellier, ça casse tout en fait. Il faut tordre toutes les petites entre guillemets équipes. C'est du Parce que sinon, tu prestige, feras- mais ça ne rapporte pas plus comptablement, Mais bien, complètement. bien au contraire. Complètement. Jérémy, parce que tu entends qu'avec Alric, on est au bout de notre vie, donc tout repose sur toi dans cette émission. Allez, Tom Louchet, vas-y. Un petit, comme on compte sur Tom Louchet sur le terrain, on compte sur notre Jérémy dans l'émission, voilà, dans les prochaines semaines pour les 2 matchs que j'ai cités. Est-ce qu'il y a des changements urgents à faire? Alors bon, j'ai essayé de vous saouler avec mes changements de système tactique, ça n'a pas l'air du tout de vous convaincre et de vous intéresser. Sur le terrain, qu'est-ce que tu en penses? Ou est-ce que comme nous, tu dis qu'en fait, on a l'impression qu'on dit ça depuis 10 matchs et que on commence à être un peu peut-être à court de solutions? On dit ça depuis un moment. Après, justement, moi, je me faisais la réflexion pendant l'émission. En fait, le problème, c'est que notamment au milieu de terrain, on a un milieu qui change tout le temps, en fait, hein. Il y a au moins un joueur, je crois, qui change à tous les matchs. Alors qu'en début de saison, on avait un milieu de terrain qui était quasiment toujours le même. Il me semble que c'était Sanson, Thuram et Youssouf, qui avait démarré la saison. Donc peut-être que ça aide pas non plus. Il faudrait peut-être un peu plus de continuité, avoir un 11 de départ qui bouge un petit peu moins. Après, par contre, pour les 2 matchs qui arrivent, ça me fait rire que Alric dise défaite à Toulouse et nul à Montpellier, parce que c'est quand même un scénario qui est tout à fait possible. Je sais pas trop ce que ça va donner. En fait, là, le problème, c'est que sur les premières journées de championnat, la première partie de saison, quand je regardais les matchs, j'étais quand même plutôt confiant. Je savais qu'on avait quand même une équipe solide. Là, le problème, c'est que je sais pas du tout quoi en penser, parce que contre Monaco et Lyon, on n'avait pas forcément fait de mauvais matchs. Au contraire, il y avait des phases de match qui étaient très intéressantes, suivi d'un match comme celui de cet après-midi qui est catastrophique. Donc honnêtement, je vais vraiment être honnête, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça va donner. On peut très bien faire 2 très bons matchs ou faire 2 matchs catastrophiques. On sait que des fois Montpellier, là ce sera à domicile. C'est un match qui va pas être facile. Toulouse, on va voir, c'est une belle équipe et oui, il faut les féliciter pour leur parcours européen. Ils ont fait vraiment une belle aventure européenne, donc on verra. On verra ce que ça va donner, mais honnêtement, c'est beaucoup trop dur à prédire, je trouve. Voilà, on sait plus trop où on en est. On comptait sur ce match pour nous remettre la tête à l'endroit, que les joueurs se remettent la tête à l'endroit et qu'on remette la marche avant au classement. C'est raté. Voilà, c'est raté sur le terrain, c'est raté tout, et puis on espère quand même que ça sera juste un très mauvais mois de février qui nous aura condamné à voir la Ligue des Champions à la télé une année de plus, mais qu'on réussisse à remettre la marche avant pour que la saison ne se transforme pas en douloureuse descente aux enfers et en long cauchemar jusqu'au mois de mai. Bon, voilà, c'était très clairement pas la session optimiste sur ce match-là, mais bon, déjà une émission à chaud, en général, c'est quand même, on essaye d'éviter parce que c'est rarement une bonne idée, mais là, voilà, on s'inscrit sur le temps long et sur cette série de 10 matchs, comme on le disait, avec 1 point de moyenne par match. C'est catastrophique. Et puis, voilà. Bon, bref. En espérant que le ton soit tout autre la semaine prochaine après le match au Stadium face à Toulouse. Et puis, d'ici là, malgré tout, comme on le dit à chaque fois, parce qu'on sera là, quels que soient les résultats, on n'aime pas le foot, on aime Nice quand même en priorité. Et Issa Nissa. Issa Nissa.